Bien, bonjour à tous, il est tard, vous avez faim, je dois faire une sorte de synthèse de la matinée. J'ai pris des notes en écoutant les différentes interventions. On vient d'entendre Antoine Petit nous expliquer la crainte qu'il a que la France devienne une petite nation dans le domaine de l'IA. Ce qui est drôle, c'est que l'anagramme d'Antoine Petit, c'est Petite Nation, hein. Donc, merci de me l'avoir servi sur un plateau. Dans la première partie de la matinée, on a entendu plusieurs fois le mot transition, transition numérique, transition écologique ou énergétique. Il me semble que ce mot transition mériterait d'être précisé. Vous savez, les Grecs avaient remarqué qu'il y a contradiction entre l'identité et les changements. Si une chose change, c'est qu'elle n'est pas identique à elle-même, et si elle est identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé. Ça a clivé la philosophie. Parménide, philosophie de l'être. Héraclite, philosophie du devenir, on ne va pas revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on a résolu ce paradoxe dans la langue française? Par un stratagème langagier qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les langues indo-européennes. C'est qu'en français, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il a changé. Voilà. Transition, ça suppose un changement. Mais si vous dites par exemple que Monsieur X a changé, à la fin du changement de Monsieur X, vous avez toujours affaire à Monsieur X. Il n'a pas été remplacé. Il n'est pas devenu Monsieur Y. Donc, quand vous dites que Monsieur X a changé, c'est pas lui qui a changé, c'est quelque chose de lui. Sa couleur de cheveux, son tour de taille, je ne sais quoi. Mais lui n'a pas changé. Le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas. Et donc, quand on parle de transition, j'aimerais qu'on précise ce qu'on doit changer pour que ne change pas ce qu'on ne veut pas changer. Voilà. Et c'est jamais fait. Quand on parle de transition énergétique, qu'est-ce qu'on veut garder? Est-ce qu'on met le nucléaire, pas le nucléaire? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas changer? Et ça renvoie d'ailleurs au premier sens du mot innovation. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais le premier sens d'une innovation, c'était dans le vocabulaire juridique au XIVe siècle. Une innovatio, en latin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans le contrat pour que le contrat demeure valide? L'innovation est toujours associée à un principe de conservation, contrairement à l'idée de progrès qui a été abandonnée dans les discours publics. L'autre chose, c'est que on parle évidemment à juste titre d'innovation, mais je n'ai pas entendu noter le point suivant. Au XVIIIe siècle, à la fin, les philosophes des Lumières qui ont rédigé l'encyclopédie d'Alembert et Diderot avaient comme projet initial de singer l'encyclopédie anglaise, dans laquelle il y avait des entrées alphabétiques distillant les connaissances, l'histoire, la philosophie, etc. Mais il n'y avait aucune référence à la technique. Or, eux, philosophes des Lumières, pensaient que la technique était un moyen de faire de la pédagogie scientifique. La technique est vectrice de pédagogie scientifique. Et c'est pour cela qu'ils ont ajouté 10 tomes à l'encyclopédie, contenant 1000 pages chacun, dans laquelle sont représentés et expliqués, c'est un travail remarquable, dont je me demande d'ailleurs comment ils ont pu le faire en si peu de temps, ils expliquent comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque, les outils agricoles, comment on peut fabriquer du verre, l'imprimerie, comment on peut construire un télescope, etc. Et ce pari des Lumières, aujourd'hui, on voit bien qu'il a été perdu. Il s'est même inversé dans son contraire, puisque plus un objet technique est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans du tout savoir comment il marche. Voilà. Autrement dit, la technologie, par le fait qu'elle est conviviale, nous éloigne de la science, nous éloigne des principes scientifiques qui ont rendu ces objets possibles. Le téléphone portable dont on a parlé, il fait des prouesses techniques, prouesses qui normalement devraient susciter notre curiosité et même notre excitation. On devrait se demander, mais comment ça marche? Je tape avec mon doigt sur un écran, comment les lettres sont-elles sélectionnées? J'envoie un message, par où il passe? Comment arrive-t-il à mon correspondant? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Antoine Petit a parlé du classement Teams, qui montre que la France est dernière ou avant-dernière des pays de l'OCDE, comme il y a 4 ans, et elle bat le record du monde en matière de différence entre les garçons et les filles. Record du monde. Ce qui me choque, moi, c'est pas tellement les résultats qui sont connus depuis longtemps, on est nuls, c'est le fait que la publication de ce rapport
n'a été suivi d'aucun commentaire politique, alors que ça devrait être le branle-bas, le combat. Le fait que les collégiens, élèves de CM1, 4e, soient complètement largués en maths, ne les gêne nullement dans leur usage qu'ils font des applications de leur téléphone. Ils sont que 22% en classe de 6e à être capables de mettre la barre 1,5 sur une échelle de gradué de 0 à 5. Ils étaient 89% il y a 10 ans. Donc il y a une sorte d'effondrement qui nous laisse complètement inertes. Et c'est cela que je trouve le plus choquant. En fait, la technologie rend la connaissance de la science inutile. Inutile. Sauf si vous devez innover. Et je ne vois pas très bien comment les ingénieurs d'aujourd'hui, les jeunes ingénieurs, moi j'enseigne à l'école centrale, et je vois les jeunes gens qui vivent ce que Günther Anders appelait une honte prométhéenne. C'est que l'ingénieur se sent dépassé par la technologie et ne voit pas comment lui, qui est dépassé, pourrait la faire progresser. Et là, je trouve qu'on a un véritable sujet. J'en parle parce qu'il a été peu évoqué. Il y a aussi la question de la confiance. L'IA, comme vous le savez, ne sait pas argumenter, elle n'a pas de discernement, et elle ne sait pas dire comment elle obtient tel résultat qu'elle nous propose comme un avis, ou même comme une décision. Et nous, on ne peut pas critiquer cet avis, puisqu'on ne sait pas comment cet avis a été fabriqué. L'IA n'argumente pas. Et donc tout va bien si on a confiance. Mais je vous rappelle cette réplique de Jean Gabin dans un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Cave se rebiffe. Il joue le rôle d'un faux monnayeur, et au détour d'une conversation, il dit « De Adam se faisant retirer une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes aventures humaines qui ont foiré étaient basées sur la confiance. » Il faut réfléchir à ça. Autre chose qui n'a pas été évoquée, vous avez remarqué que le prix Nobel de physique 2024, cette année, a été donné pour la première fois de l'histoire à des non-physiciens, à John Hopfield et à Geoffrey Hinton, qui ont participé au développement et même à l'invention, on pourrait dire, de l'intelligence artificielle. L'un pour avoir inventé les réseaux de neurones artificiels, l'autre pour avoir inventé l'apprentissage automatique. C'est quoi le message? Est-ce que le message, c'est qu'on n'a pas de physicien aujourd'hui ou de physicienne qui mériterait le prix Nobel? Ou est-ce qu'on pense que l'IA, avec des algorithmes adaptés, à laquelle on donnerait beaucoup de données, permettrait de mieux faire de la physique que les physiciens? C'est une thèse qu'on entend parfois, qui a d'ailleurs engendré une querelle des anciens et des modernes dans les écoles d'ingénieurs. Il y a les vieux comme moi qui disent on doit enseigner aux étudiants les théories physiques, parce que les théories physiques en disent plus sur le réel que les données. Et puis ceux qui disent non, il faut leur apprendre l'algorithmique à coder dans tous les langages, parce que les données sont plus fécondes que les théories. Et évidemment, c'est les jeunes qui ont gagné. On a supprimé les horaires de physique pour remplacer ces heures par des cours d'algorithmique. Et aujourd'hui, comme ça a été dit, ChatGPT code mieux que les étudiants. Donc voilà un épisode dans lequel on aurait dû écouter les vieux. Voilà. Juste une remarque en passant. La physique moderne, celle qui naît avec Galilée, prolongée par Newton et tous les autres, dont Einstein, est-ce que vous avez remarqué qu'elle est née sans données? Quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, si on les laisse tomber dans le vide », il n'a aucune donnée. En 1604, on ne sait même pas ce que c'est qu'une vitesse instantanée. Calcul différentiel n'a pas été mis au point. Et quand on laisse tomber des corps de masse différentes, ils tombent à des vitesses différentes. Il n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise, contrairement à la légende, puisque s'il l'avait faite, on aurait vu que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, ce que tout le monde savait. Et donc, il a trouvé un stratagème intellectuel par le biais d'une expérience de pensée, en posant une question du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Et il a montré que la loi d'Aristote, disant qu'il y a proportionnalité entre la vitesse de chute et la masse, contient une contradiction interne. Elle ne peut pas être vraie. Et il a énoncé la première loi de la physique moderne, qui est une loi qui contredit
le spectacle du phénomène de la chute des corps. Et donc la physique moderne est née contre les données. Contre les données. Elle contredit les données. Et ensuite, il faut expliquer comment une théorie qui contredit les données explique quand même les données. Et en l'occurrence, il y a la gravitation qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, mais s'ils ne tombent pas dans le vide, alors ils subissent d'autres forces liées à la présence de l'air. Bon. Et vous pouvez prendre l'exemple du principe d'inertie, qui lui aussi contredit les données. Vous n'avez jamais vu un mouvement inertial. Et pourtant, le principe d'inertie est un principe fondamental de la mécanique. Donc tout ça pour dire que donner le prix Nobel à l'IA, ça me semble prématuré. D'autre part, la concurrence qu'on croit voir entre l'IA et l'intelligence humaine, elle n'est pas directe. Le mot intelligence dans IA, c'est l'intelligence au sens anglais du terme. C'est la gestion des données, le traitement de l'information. C'est ce qu'on appelait avant la cybernétique. Le fait de l'appeler intelligence fait croire qu'elle est intelligente comme nous, alors que c'est une intelligence tout à fait autre. L'IA ne sait pas distinguer le vrai du faux, n'est pas capable de discernement, ne peut pas inventer de concept, ne peut pas avoir d'esprit critique et ne peut pas faire d'expérience de pensée comme celle de Galilée. Donc c'est une intelligence autre, et le fait qu'on l'appelle intelligence, à mon avis, crée des malentendus. Si ça vous intéresse, l'Académie des technologies, à laquelle j'appartiens, vient de publier un rapport qui s'intitule Intelligence IA générative et désinformation, montrant comment, algorithmiquement, la propagation du faux rend le faux bien plus pandémique que le vrai, aidé qu'il est par nos cerveaux qui préfèrent le faux au vrai dans beaucoup de situations. Et là, c'est une des conclusions des rapports, il y a quand même une menace pour la démocratie si il devient impossible de savoir dans les informations qu'on voit circuler lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. On m'a demandé de parler de la ville de l'esprit. Bon, ça a été dit à l'instant par l'un des intervenants. À l'hôpital Sainte-Anne, qui est tout près de chez moi, on me dit qu'il y a en effet une explosion des cas psychiatriques chez les adolescents qui fréquentent trop les écrans et qui ne savent plus distinguer le réel du virtuel. Ils ne savent plus où ça se passe. Ils paniquent dans la rue parce qu'ils ont l'impression que la rue est un monde étranger par rapport au spectacle qu'ils voient sur leurs écrans. C'est des maladies qui n'ont pas encore été baptisées. Les symptômes sont en train d'être identifiés. Et ce que m'a dit Raphaël Gaillard, le patron du chef de psychiatrie de Sainte-Anne, c'est qu'ils leur font lire des livres à voix haute. Voilà, on lit des pages de livres à voix haute, ce qui permet à ces esprits de se reconcentrer. Quand vous lisez à voix haute, vous êtes obligé de vous concentrer. Et si au contraire vous lisez à voix basse une page avec votre téléphone portable posé à 20 cm, la présence même du téléphone portable, ça a été démontré, crée une concurrence possible de l'attention qui fait que la lecture ne percole pas aussi bien dans le cerveau que si vous lisez à voix haute. Autrement dit, le numérique provoque ce que j'appellerais une entropie chronodispersive, au sens où chacun d'entre nous devient libre, même en société, de choisir ce à quoi il donne son attention. Même dans cette salle, j'ai vu des gens regarder leur téléphone tout en écoutant. En fait, on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble. On n'a pas du tout vécu la même matinée. Ça dépend de ce à quoi, au cours du temps, nous avons donné notre attention. Et donc, ça pose quand même des questions assez nouvelles. Et je prendrai un exemple historique. La question, c'est finalement, est-ce qu'on est capable indéfiniment de s'adapter à ce à quoi on s'ajoute, à ce que nous nous ajoutons? Moi, un peu comme Antoine Petit, je fais des courses à pied longues, ce qu'on appelle de l'ultra-trail. Et j'ai remarqué au fil du temps comment les habitudes des sportifs évoluent. Au début de la course, on a une montre hyper connectée qui mesure notre dépense énergétique, notre rythme cardiaque, notre taux de glycémie, la puissance développée, etc., la glycémie. Et les types, ils regardent toutes les minutes où ils en sont. Et de plus en plus souvent, au 50e kilomètre, on voit des gars qui coupent tout. Ils arrachent
ils arrachent le truc. Ils veulent courir avec leur corps. Ils veulent courir avec le ressenti qu'ils ont de leur propre corps, sans se soucier de ce que leur apprennent des données extérieures qui leur arrivent par le biais de leur montre. Enfin, ils veulent vivre leur course. Et d'ailleurs, cette année, il y a eu pas mal de polémiques, puisque sur la grande course, qui fait 177 km, il y a eu un taux record d'abandon chez les champions, parce que leur montre leur avait donné des objectifs qu'ils n'ont pas pu tenir, et ils ont craqué. Alors que s'ils avaient écouté leur corps plutôt que de lire ce qu'il en est de leur corps par le biais d'un écran, peut-être qu'ils auraient mieux géré la répartition de leurs efforts. Alors, vous savez, au XIXe siècle, on a inventé la photographie, qui prenait donc des photos de visages, de paysages. Et vous savez que les artistes peintres de l'époque ont paniqué. Ils étaient devant une concurrence technique qui vraiment les menaçait, puisque la photo permettait de photographier de façon de plus en plus précise et esthétique des visages ou des paysages. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Ben, ils ont réagi en inventant l'abstraction, entre autres choses. C'est-à-dire en inventant un art de peindre qui n'était plus soumis à la concurrence de la technique. Et moi, je me pose la même question pour l'IA. Est-ce que l'IA, à force que nous déléguions aux machines de plus en plus de tâches, va démuscler notre cerveau? Ou est-ce qu'au contraire, cette concurrence va rehausser notre vie intellectuelle et même produire ce que François Julien appelle un essor de l'esprit, c'est-à-dire une façon proprement humaine de penser mieux que les machines. Parce que les machines ne pensent pas, en fait. Mimer la pensée, c'est pas la même chose que penser. ChatGPT, dont on a beaucoup parlé, ne comprend pas un mot au texte que ChatGPT produit. Donc ces machines sont asémantiques. C'est nous qui, en les lisant, avons l'impression qu'elles produisent du sens, mais pas elles. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, vous savez, quand un assistant de Edison est venu à l'Académie des sciences à Paris, présenter le premier phonographe, qui faisait donc entendre une voix humaine qui avait été stockée dans une machine, en l'occurrence de la cire. Les académiciens ont entendu donc la voix d'un homme qui était dite, entre guillemets, par une machine. Et Camille Flammarion, l'astronome, futur éditeur, qui était dans la salle, raconte qu'un académicien qui s'appelait M. Bouillot s'est levé précisément de sa chaise et il est allé vers l'assistant d'Edison pour l'étrangler, en lui disant « Nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». C'est-à-dire l'idée qu'une machine puisse parler semblait complètement absurde. Et un ami qui travaille chez OpenAI m'a dit que quand ChatGPT a été mis en service, beaucoup de gens ont pensé dans un premier temps qu'il y avait un type derrière l'écran qui tapait les réponses aux questions. Et c'est quand on a vu qu'il était capable d'écrire 10 pages en une fraction de seconde qu'on s'est dit que c'était vraiment une machine. Mais voilà, la question c'est comment allons-nous nous adapter à toutes ces choses que nous nous ajoutons? Il me semble qu'on est en train de passer un test d'intelligence collective. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire le rapport de l'Académie que je viens de citer.